Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, Ah oui, bienvenue chez moi. où la rivière des Prairies coule derrière vous. Très bel endroit. Ça fait 6 ans qu'on est ici. Et c'est un bel endroit pour vivre la pandémie. Oui. Cette pandémie-là qui a été épouvantable pour les personnes âgées, pour les vieux. Vous dites dans un livre, Les yeux tristes de mon camion, vous dites, c'est une très belle phrase, vous dites, l'enfant apprend à marcher, le vieux apprend à s'asseoir. Oui. Puis vous dites, dans les deux cas, ça se fait avec des larmes et un besoin de consolation. C'est très beau comme phrase. Dieu sait qu'on a eu besoin de consoler pas mal de monde depuis un an. Bon, merci pour me dire que c'est beau comme phrase, mais c'est aussi très, très vrai. L'enfant, on le prend dans nos bras. On le console. On connaît tout. Tu sais, les enfants, on les protège. Les vieux, on ne sait pas comment faire ça, mais ils ont le même besoin. Ils ont le même besoin d'être touchés, d'être rassurés. C'est très, très dur de faire des deuils, de s'asseoir. Et en temps de pandémie, c'est 10 fois pire. C'est le côté caché de la pandémie. La solitude dans la mort, la solitude dans la maladie, la solitude dans sa chambre, dans son appartement. C'est assez particulier de ne pas pouvoir se toucher les siens. C'est peut-être l'image d'horreur qu'on va retenir dans quelques années de ça. Les gens qui sont morts sans pouvoir être touchés par ceux qu'ils aimaient. Là. Mais moi, je l'ai vécu, j'ai été frappé par la pandémie, je ne l'ai pas vu venir, on ne voit pas venir ces choses-là. Il y a 6 mois, je perdais Marie-Christine. Marie-Christine décède, mais c'est un cancer au cerveau. Elle a donc quitté la maison ici, en ambulance, tout à fait consciente. Elle s'en allait au CHUM, parce que c'était très compliqué, elle s'en allait au CHUM. Et elle m'avait fait promettre de mourir ici. Donc on a tout fait, puis elle est morte ici, tout ça, c'est beau. Sauf que, pendant qu'elle était au CHUM, je ne pouvais pas la visiter. Cause pandémie. Donc, on ne peut pas visiter. J'ai ma femme, j'ai mon amour, j'ai mon grand amour, ma complice, ma partenaire, qui est couchée au CHUM. Et c'est à ce moment-là qu'elle a perdu ses fonctions cognitives. Ce qui fait que quand elle est revenue, c'était plus elle. C'était pas elle. Elle est revenue mourir aussi, mais c'était pas elle. Ce que j'ai vécu, ce qui a été une surprise pour moi, j'ai pas pu la quitter au moment où elle quittait. C'est horrible, mais tout le monde a vécu ça au Canada, dans la province de Québec. Des pertes comme ça, on n'avait pas prévu ça, que le fait qu'on ne peut pas aller à l'hôpital, mais tu ne verras pas les tiens, puis tu ne verras pas les tiens mourir. Ça fait mal. Ça fait mal, et vous dites à plusieurs endroits, parce que vous avez perdu votre autre femme qui est décédée du cancer. Oui, aussi. Oui, vous, le oui. deuil, vous connaissez. Oui, je connais ça très bien. Commencez à connaître ça. Hein? Oui, la perte, puis le cancer, puis oui, je connais ça, les scénarios, les protocoles, les ci, les ça. Si bien que là, je suis fatigué. Puis vous parlez d'impuissance, souvent, face à ça. Pour le compagnon, l'amoureux qui est à côté, tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. Contre notamment le cancer, mais il y a d'autres maladies graves, mais le cancer notamment, on ne peut rien faire, on est impuissant. Je viens de le vivre encore, Marie est partie. Si j'avais été puissant, je l'aurais retenu. Et vous, personnellement, vous avez vécu cette impuissance-là, et collectivement, on l'a vécu. On n'a pas pu consoler nos vieux. Là. C'est une attaque inédite. Pas inédite, parce que dans l'histoire, on retrouve ces cycles-là souvent, mais malgré nos technologies, malgré notre savoir, malgré la science, malgré tout, cette affaire nous frappe de plein fouet et nous ramène, nous humilie d'une certaine façon. Puis c'est sûr qu'on va les pleurer, nos morts. On va les pleurer, nos morts. Les vieux, c'est aussi la mémoire. Enfin, en principe, c'est la mémoire. Et vous êtes, puis ça traverse tout votre écriture, cette importance pour vous de se souvenir, de connaître l'histoire, de ne pas, puis vous citez Camus à quelques reprises, mais de ne pas justement être étranger
dans sa société? Savoir le nom de l'arbre, de l'oiseau, du fleuve. Ça, c'est un rappel. C'est parce que j'observe que c'est en train de... curieusement, c'est en train de se perdre. Savoir le nom des lieux, interpréter le nom des lieux, arriver en un lieu, puis pourquoi ça s'appelle comme ça. Et les vieux ont un rôle à jouer là-dedans pour nous rappeler les vieilles expressions qui sont en train de disparaître à jamais en canadien-français. J'aime tellement ça, des expressions de cette vieille langue, mais on n'en parle plus, mais les vieux. Et les vieux, je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré un jour un vieillard de 96 ans. Il avait de l'air d'un vieillard de 96 ans. Donc, c'est typiquement quelqu'un que tu vas placer dans un CHSLD, dans une chaise berçante, qui regarde le plafond ou l'ascenseur. Cet homme était un vétéran de la guerre. Il était mitrailleur sur les Lancaster. Mitrailleur de queue. Il a craché 2 fois. Il a fait 36 missions. Il est assis devant un vieillard. Là, c'est le Lancaster, c'est la guerre, c'est les mitraillettes, c'est les Allemands, c'est les nazis, c'est l'Angleterre, la résistance. T'as toute l'histoire devant toi. C'est ça qui me fascine. Puis ça vous fascine, mais ça vous obsède aussi parce que vous dites, c'est comme de l'eau qui coule, puis on perd ça. Même Honoré Beaugrand, vous dites, pour les jeunes, c'est une station de métro, ils ne savent pas c'est qui Honoré Beaugrand. Vous en parlez dans votre dernier livre. Oui. Puis pourtant, ça serait quelqu'un qui mériterait, qui a une plaque au moins devant le métro. Donc, ça vous obsède. Oui, ça m'a obsédé toute ma carrière, ça m'a obsédé toute ma vie. Le manque d'orgueil et de sensibilité. Comment raconter notre histoire? En fait, la première indignation, quand j'étais petit, c'était l'histoire du Canada par les prêtres. L'histoire des prêtres qui racontent l'histoire du Canada. Scandale. Des générations d'ignares, des gens qui ont ignoré les Premières Nations, qui ont ignoré les vraies natures des grands conflits mondiaux, qui ont ignoré la vraie découverte de l'Amérique et notre vraie identité en Amérique et tout ça. Première indignation, ça a été ça pour moi. Mais il y a une soif pour ça, parce que vos livres, les oubliés, puis les gens veulent ça, en redemandent. Donc, on se dit, dans le système d'éducation, il doit y avoir des lacunes quelque part, qu'on soit, à ce point, en tout cas, méconnaissant de certains personnages extraordinaires. Bien, le ministère de l'Éducation, c'est énorme, c'est un géant, a beaucoup de difficultés avec la clarté des décisions qu'ils prennent sur la nature des programmes. Ça dure des décennies, ça dure 20 ans. Et l'histoire nationale, ou l'enseignement de l'histoire, ça reste quelque chose de très, très... Il y a eu des ajustements, bien sûr. On n'enseigne plus ce que j'ai appris. Il y a eu des ajustements. Non, mais on n'a pas traversé le mur. On n'est pas arrivé. Et puis, c'est des débats sans fin dans un débat public. Donc, c'est carrément une discussion sur la culture. Qu'est-ce qu'un être humain, à 25 ans, devrait savoir? Et c'est ça, l'éducation. Moi, je pense qu'il devrait savoir l'histoire de l'Amérique comme du monde. Serge Bouchard, votre capacité d'émerveillement, ça va jusqu'à la toute dernière seconde? Là, vous avez des bonnes questions, vous avez des bonnes idées, parce qu'effectivement, c'est vrai. J'ai toujours cultivé ma naïveté. J'ai jamais voulu développer du cynisme, une sorte de cynisme, de fatigue intellectuelle, et tout ça. Mais c'est rare, ça. Vraiment, c'est extraordinaire. Ben, merci beaucoup. Je suis rendu à 73 ans, puis je suis resté un enfant qui est capable de faire un texte sur le poteau en avant de téléphone. Exactement. Je m'émerveille devant tout. Mais ça, vous m'avez beaucoup touché. Vous m'avez beaucoup touché là-dessus. Moi, mon père me disait toujours, qui était journaliste, il n'y a pas de petits sujets. Puis vous êtes tout sauf snob. Il n'y a rien qui ne vaut pas la peine d'être raconté dans votre esprit. Voilà. Puis ça vaut pour tout le monde. J'invite les gens à cette naïveté,
à faire le récit de leur propre vie. Tout est intéressant et je suis intéressé par tout le monde. Il faut dire aussi que je suis anthropologue de terrain. Dans ma vie, j'ai rencontré tellement de gens, tellement de monde. Chaque personne m'a enrichi, m'a amené une histoire, m'a amené quelque chose. Je m'en souviens. Je suis là, je suis en train de parler, puis je les revois, puis je les revois, puis je les revois. Serge Bouchard, est-ce que l'essentiel, puis ça transparaît dans votre dernier livre, Un café avec Marie, c'est pas l'amour, et je vous cite une phrase que vous avez écrite. « Quand déjà à 4 ans, tu aimes le trottoir et le gravier dans la cour, les chiens perdus, ton père et l'auto noire de ton père, ça indique un certain penchant. En vérité, durant le temps de toute ma vie, j'ai simplement aimé l'amour et j'ai mis de grands élans dans à peu près tous mes regards. » Oui, puis c'est plein de conséquences. Parce que moi, à l'époque où j'ai vécu, je veux dire 1950 à aujourd'hui, dans les années 60, il y avait un désaveu du Québec. Il y avait un désintérêt. La nature du Québec n'intéresse personne. On aime les Rocheuses, on aime le Colorado, on aime les Alpes. Mais franchement, le paysage du Québec. Mais la nature, quand on s'arrête dans son détail, on s'en va en Abitibi, puis on aperçoit les épinettes noires, puis on tombe en amour avec les épinettes noires. Quand on s'en va au Labrador, quand on s'en va dans le cœur du Québec, quand on s'en va à Gaspésie, etc., on découvre des beautés innommables. Et j'étais là-dedans, moi, quand j'étais jeune. J'étais là-dedans. Trouver la nature belle, trouver le Québec beau, trouver le Québec intéressant. Comment maintenant vous voyez cette vague sur les campus universitaires? Vous avez raconté à la radio que ça vous est arrivé, vous, quand vous avez prononcé le mot indien, il y a des jeunes qui vous ont fait la morale, qui vous ont harangué presque. Comment vous voyez la suite de ce débat-là, sur les mots interdits, puis... C'est un débat cruel et c'est insignifiant. Donc, c'est malheureux. Donc, quand on voit là, la décadence culturelle, c'est ça. En fait, ça nous conduit à quelque chose qui est très dur, très inhumain, qui est qu'on ne pourra jamais parler de personne sauf de soi. On ne pourra jamais parler de personne sauf du jeu. Donc, moi, j'ai passé ma vie à faire de l'appropriation culturelle. Donc, je suis coupable. Donc, je devrais être réformé dans un goulag quelconque. Ça nous vient des États-Unis beaucoup. Il y a un débat féroce aux États-Unis sur les mots à prononcer, la culpabilité des Blancs, des Blancs éduqués, la culpabilité. Au Canada anglais, c'est très fort aussi. C'est très, très fort, ces choses-là, au Canada anglais. Le Québec n'aurait aucune raison d'importer, dans nos universités, d'importer ce que moi j'appellerais ce faux débat dans de tristes arènes. C'est-à-dire, voyons donc, le mot nègre a une histoire dans la littérature, a une histoire dans l'histoire des sociétés. Le mot indien, mon père parlait de sauvage. On ne peut pas oublier ça. C'est quoi ça, cette aseptisation des mots? Puis de toute façon, aujourd'hui, on est rendu tellement loin qu'on ne dira plus jamais ces choses-là. On essaie de dire toujours, il faudrait, ce sont des Inuits. Vous savez, ce sont des Atikamekw. C'est une Atikamekw qui s'est fait insulter à Joliette. C'est un Micmac qui a dit telle chose à propos de l'Estigouche. Aujourd'hui, on a appris le nom des nations. On le dit à la télévision, à la radio, on le répète. Grâce un peu à des gens comme vous, c'est ça l'ironie. Oui. Mais à l'époque, c'est ça. Vous avez fait le pont avec... Vous les aimez, vous les respectez profondément. Tout à fait, tout à fait. J'ai consacré ma vie à la promotion de la beauté des cultures et des langues autochtones, la beauté des personnes autochtones. Non. Serge Bouchard, j'invite les gens à lire votre dernier, qui ne sera pas le dernier, Un café avec Marie. Non, ce ne sera pas le dernier. C'est très drôle, d'ailleurs, il y en a un qui s'en vient le mois prochain. Mais je voulais immortaliser Marie, le texte, Le café avec Marie, qui est là-dedans, mais il y en a d'autres textes. Mais celui-là a été écrit à la radio pendant que Marie était vivante. Donc, elle a connu ce texte, Un café avec Marie. Ça vient d'une vieille idée, hein? On n'invente jamais rien dans la vie. C'est John Cash qui se faisait poser la question par un journaliste.
c'est quoi le bonheur pour vous, Johnny Cash? Puis là, il sortit servir, il a dit, a coffee with her this morning. Comment ne pas terminer là-dessus? Tout est dit. Serge Bouchard, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie.